On va enchaîner avec notre dernier orateur, cette fois-ci en essayant de viser un petit peu le sujet des patients chirurgicaux et dans les enjeux peut-être un peu plus spécifiques. Et donc c'est Benoît Weber qui nous parle de ça. Merci beaucoup Catherine. Merci de m'avoir convié à cette réunion, peut-être pour aborder le sujet aussi d'un point de vue éthique. Alors pour introduire mon topo, et vous l'avez forcément compris, la démographie est ce qu'elle est. On va voir arriver dans nos services de plus en plus de patients âgés. En 2010, ils étaient estimés à 15%, et dans 50 ans, ils seront estimés à 30%, le double. Et donc il faut se préparer à ces prises en charge, il faut y réfléchir. Il faut évidemment que ce soit une prise en charge qui réponde à une éthique médicale. Bertrand l'a dit, il y a une surmortalité des patients âgés. Dans le service, on s'est intéressé aux plus de 75 ans. Cette mortalité était le double ou quasiment de celle des autres patients du service. Elle atteignait 30%, mais avec un bon pronostic fonctionnel. On s'est intéressé aux plus de 85 ans. Et ce qu'on a constaté, c'est que la mortalité en réanimation était quasiment la même. Par contre, elle était importante à l'hôpital. Et elle devenait très importante à 1 an, à 70%, chez des patients qui étaient très souvent dénutris et qui avaient une autonomie fonctionnelle pour les survivants à 1 an, perdue dans 30%. Et donc, ça pose inévitablement la question du bien fondé de nos prises en charge en réanimation et aussi en chirurgie. Alors, eh bien, oui, quand on est âgé, quand on atteint le niveau de l'espérance de vie, qui est de 82 ans en France, eh ben, il faut appréhender l'idée que la mort est inhérente à la condition humaine. La mort est inhérente à la condition humaine, mais pas la souffrance. Et ça sera un point majeur. On se doit d'accompagner nos personnes âgées, peut-être pas dans une vision curative, mais toujours dans une vision de soulager leur souffrance. Je suis bien persuadé que les prises en charge médicales en France sont tout à fait cohérentes d'un point de vue de la stricte vision médicale. Mais l'est-elle toujours d'un point de vue humain ? On a abordé le problème de la fragilité avec le topo de Philippe Séguin. C'est un point absolument majeur et il n'est pas inintéressant de se rappeler notre serment médical qui a été repris dans le décret du 3 août 2016 et dans l'article 37 du Code de déontologie. Je ne prolongerai pas inutilement les agonies, je ne provoquerai jamais la mort délibérément. Toute la prise en charge médicale doit osciller entre ces deux extrêmes pour trouver le bon niveau de prise en charge. Alors les questions qui se posent pour nos patients très âgés en périopératoire, c'est est-ce que le patient est vraiment au centre du processus de soins ? Au XXe siècle, le médecin était le sachant, et il décidait, dans une vision un petit peu dominatrice, de ce qu'il pensait être le mieux pour le patient. Depuis la loi Kouchner, puis les deux lois Leonetti, 2005 et 2016, le patient a réellement été remis au centre de la décision, au centre du processus de soins. Et donc, est-ce qu'on a pris le temps de recueillir son avis quand il pouvait le donner ? A-t-on contacté son médecin traitant qui souvent est le médecin qui connaît le mieux ses forces et ses faiblesses de cette personne âgée. Quand il ne peut pas s'exprimer, y a-t-il des directives anticipées ? A-t-on contacté sa personne de confiance ou à défaut sa famille pour recueillir son témoignage sur ce qu'il souhaitait, ce qu'il souhaite pour sa prise en charge et éventuellement pour sa fin de vie ? Et puis quand on arrive à une décision de traitement ou d'accompagnement, y a-t-il eu collégialité ? La vie médicale extérieure à l'équipe est très importante pour une réflexion sereine. Elle permet souvent de recadrer les discussions. Et là, je pense que l'équipe de soins palliatifs, mais ça a été dit aussi par Bertrand Guidet, l'équipe gériatrique, a toute sa place dans ces discussions. Finalement, l'objectif est de définir le projet de soins adapté à chaque patient en équipe pluriprofessionnelle. Le projet de soins doit être individualisé en fonction de l'âge, bien sûr, de la fragilité évaluée le plus objectivement possible, du pronostic de la pathologie, du terrain, des comorbidités, de l'environnement humain, de l'environnement socio-culturel, et de tous les éléments qui vont permettre de caractériser cet être humain qu'on a à prendre en charge.
Il est important de se rappeler que les soins de support, plus que les soins palliatifs qui ont une vision un peu péjorative, les soins de support peuvent commencer plusieurs années avant la fin de la vie, et que c'est important d'avoir une vision de soins comprenant ces soins de support. Et puis au-delà d'un certain âge, la priorité est au confort pour le temps qu'il reste à vivre, et sûrement pas une stratégie obligatoirement curative. Il est utile, je crois, de se poser la question sur le refus d'admission en réanimation ou au bloc opératoire. Ce refus est une décision de limitation active des thérapeutiques qui doit rentrer dans un processus éthique. L'âge ne peut pas être le seul élément de décision d'un refus d'admission. Ce refus d'admission doit être tracé dans le dossier et doit avoir fait l'objet d'une collégialité. Et cela a été dit par Bertrand, mais je crois que c'est vraiment important de le redire. Une réanimation d'attente est utile, le temps d'y voir clair, afin de prendre une décision sereine. Le refus de prise en charge en réanimation ou au bloc ne signifie pas, bien sûr, l'absence de soins. Et finalement, l'objectif, c'est de choisir le bon patient qui bénéficiera de cette prise en charge au bloc opératoire ou en réanimation, sans aggraver les souffrances. Le pire, c'est la perte de chance pour le patient. Et ce n'est pas inutile de se rappeler que le médecin doit vivre avec les décisions qu'il a prises. Et certains de nos collègues eh bien, souffrent de décisions qui n'ont peut-être pas été collégiales. L'intérêt de la collégialité est là de porter ensemble la décision prise. Alors en synthèse, et pour terminer, le patient est-il bien au centre du processus de soins et de décision? Y a-t-il un projet de soins adapté à ce patient? Au-delà d'un certain âge, la priorité est au confort et non pas à des soins curatifs. Le patient âgé peut bénéficier d'une réanimation d'attente le temps de clarifier le projet de soins. Le refus d'admission en réanimation ou de prise en charge au bloc opératoire est une décision de l'AT qui répond à des règles éthiques. Et enfin, une décision de non-réadmission en réanimation est aussi une décision de l'AT. Elle doit être formulée avec prudence. Merci beaucoup pour votre attention. Merci Benoît. Je crois qu'on est effectivement les topos rebouclent puisqu'on voit qu'on partage ces sujets, et notamment ce sujet de l'autonomie du patient au centre. J'ai une question, c'est un exemple qui nous vient d'un interne. Un exemple. On aura besoin probablement du diaporama. Un exemple, traumatisme du bassin, 85-90 ans, disons, chez un patient autonome. On voit ça, il est tombé. Traumatisme du bassin, indication de surveillance, petit blush, petite indication, probablement indication à une embolisation du bassin. Et la question est, la perte d'autonomie et la fragilité induite prévisible sur les 45 jours d'alitement strict pourraient-elles être, je vais dire, c'était une limite à l'admission? C'est compliqué. Alors c'est bien sûr une question compliquée parce que l'approche du contexte global du patient est essentielle dans cette décision. Ce qui est clair, c'est que le risque, le problème hémorragique est facile à contrôler dans une durée limitée et avec un geste finalement peu agressif. Et donc, c'est probablement pas lui qui est limitant. C'est l'hospitalisation longue, éventuellement, qui va suivre avec cet alitement prolongé. On voit bien que la qualité nutritionnelle du patient, son état de dénutrition éventuel, son entourage familial, sa capacité ou non à rentrer à domicile à terme, doivent rentrer en ligne de compte. Mais sur une prise en charge aussi ponctuelle, finalement, de soins aigus, moi, je trouve que c'est assez difficile de limiter la décision d'admission, sauf si, bien sûr, il y a des troubles cognitifs, il y a une fragilité qui est déjà très instaurée. Ouais. Oui, en ayant un peu l'expérience de la traumato, l'expérience aussi, c'est que les personnes âgées en traumato, pour avoir 90 ans et avoir souvent, c'est des gens qui sont sortis faire leur marché. Ça veut donc dire que c'est des gens qui avaient 85 ans et 90 ans, qui étaient dehors, qui sortaient pour aller faire leur marché. Et donc, ça traduit déjà d'un état assez différent finalement d'autonomie et d'aptitude à la vie quotidienne, effectivement. On a évoqué le sujet de la non-réadmission en réanimation et tu avais une ligne finale qui était la décision de non-réadmission et aussi une décision de limitation thérapeutique. Est-ce que tu peux commenter là-dessus ? Oui, je peux commenter et je veux bien la diapo qui est à l'écran.
pour aider à commenter ce point-là. Effectivement, la décision de non-retour en réanimation doit être associée, dans son expression en tout cas, à une grande prudence. C'est encore une décision de limitation active des thérapeutiques, et donc elle doit rentrer dans le même processus de traçabilité, de collégialité, et sa réévaluation doit toujours être possible, j'y reviens. Parce que comment définir, comment prédire ce qui se passera dans l'avenir ? Peut-on affirmer que la nouvelle dégradation ne sera pas curable ? Peut-on affirmer qu'elle sera liée à la même pathologie que celle qui avait amené le patient en réanimation la première fois ? Est-ce que le patient et sa famille sont d'accord avec cette décision ? Et bien sûr, cela ne peut pas correspondre à un abandon du patient. Alors il se trouve qu'on a une jurisprudence récente sur le sujet, avec le tribunal administratif de Caen et de Nancy, qui ont retoqué en quelque sorte une décision de non-réadmission potentielle. Et ce blocage a été confirmé par le Conseil d'État. En fait, ce que les juges n'admettent pas, c'est que le patient ne soit pas réévalué. Ils considèrent qu'on ne peut pas prédire l'avenir. Et donc, eh bien, il faut, dans tous les cas, se mettre en capacité de réévaluer le patient pour pouvoir dire si effectivement ce patient justifie au moment où ça se présente d'une indication ou non à la réévaluation. Alors c'est vrai que dans nos services, on le fait couramment, on considère que ce patient qui a un état qui est évalué en fin de parcours pourrait ne pas justifier de nouvelles prises en charge, ou plus exactement que le rapport bénéfice-risque ou bénéfice-souffrance serait trop important pour lui. Il n'empêche qu'il faut le formuler de façon très prudente, en précisant toujours qu'il y aura une réévaluation, mais qu'effectivement ce rapport bénéfice-souffrance pour le patient n'est pas évident à l'heure où on le voit. Oui, je pense que effectivement c'est un point qui est important pour notre pratique quotidienne. Une dernière question avant de finir. Le topo c'était sur le patient chirurgical. Bertrand nous a montré que en fait, le pronostic du patient chirurgical programmé était bien meilleur, forcément parce qu'il y a tout le processus de sélection qui est en amont, et on le comprend aisément. Donc je voulais t'interroger justement sur quand on doit prendre des décisions bien en amont, c'est-à-dire autour d'une chirurgie programmée. Est-ce que on doit être parfois un petit peu plus attentif, ça prend beaucoup de temps, mais là encore, mettre le patient, alors ça dépasse la consultation d'anesthésie standard, mais mettre le patient, avoir les infos, les directives anticipées, la personne de confiance, discussion avec les chirurgiens, donc comment ça se passe ? Parce que là aussi, on est sur des décisions de limitation ou pas. Je pense qu'on a des progrès à faire sur ce point-là, parce que tout ce qui sera décidé en amont d'une situation aiguë rendra la prise de décision en aigu beaucoup plus sereine. L'extrême, c'est le don d'organes, où on sait bien quand ça a été discuté en amont, eh ben, c'est beaucoup plus simple. Et finalement, pour la personne âgée, mais c'est vrai aussi pour les plus jeunes, il faut mettre le patient, une fois encore, au centre de la décision, au centre du parcours de soins, et donc l'informer, lui donner la possibilité de dire ce qu'il souhaite, lui donner la possibilité de valider ou non un parcours de soins. Alors il y a un parcours de soins prévisible, et puis il y a des choses qui sont imprévisibles, bien sûr. Mais l'honnêteté médicale, c'est maintenant vraiment de le mettre sans l'anxiété, sans générer de l'anxiété, mais de le mettre dans une vision de son parcours loyal, absolument. Hein. Et donc anticipons, ça simplifiera les prises de décision, et probablement que ça induira moins de souffrance au moment où les situations aiguës surviendront, moins de souffrance psychologique. Bien, mais je pense qu'on va se quitter sur ces derniers propos. Je pense qu'effectivement, pour ces personnes âgées, beaucoup de choses pourraient être anticipées et probablement participeraient au fait que les prises de décision seraient plus simples. On aurait effectivement un patient au centre du soin, on saurait ce qu'il veut. Et je pense que si vous en êtes d'accord, on va se quitter là. Je voulais vous remercier les 4 intervenants pour leurs 4 brillantes topos. Et puis, je vous dis à bientôt sur les prochaines sessions du ISFAR 2019.